C'était le titre et passant au développement de ce journal. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 14e séance des conseils des ministres et 11 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ces conseils. La première question a porté sur l'adoption d'un projet de loi contre la traite humaine et les conventions y afférentes. La République de Djibouti a déjà ratifié plusieurs conventions relatives à cette question, mais veut renforcer les dispositions législatives pour lutter contre le trafic des êtres humains. Le deuxième point est également un projet de loi qui fixe les conditions de travail en mer et concerne particulièrement les marins qui sont à bord des navires. La Convention précise leurs droits, leur protection, leur santé afin de leur soit assurées des conditions décentes du travail à bord de navires. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur la ratification de la Convention arabe sur la liberté et les droits syndicaux ainsi que le mouvement de la main-d'œuvre au sein du pays arabe. La quatrième question a porté sur la nomination de M. Hassan Hussein Omar en tant que conseiller technique du Premier ministre. M. Hassan Hussein Omar était ancien président du conseil régional de Tadjoura. Le gouvernement a aussi décidé de créer un poste de directeur général adjoint DGA au sein de l'instance représentant l'aviation civile. Le chef de l'État a ensuite signé un projet de décret pour nommer à des postes de responsabilité plusieurs hauts cadres. Ainsi, M. de l'État Sultan Mohamed a été nommé directeur des transports et M. Osman Roble-Guiré a été nommé directeur des statistiques. Plusieurs hauts responsables ont en outre été nommés en qualité de conseillers techniques auprès du ministère de l'Éducation nationale et des Transports notamment. Enfin, les prérogatives du comité de pilotage pour la résorption des bidonvilles ont été définies et précisées. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 juin 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 4 projets de loi et 7 projets de décret. La première question concerne un projet de loi portant ratification du protocole relatif à la Convention numéro 29 sur le travail forcé de 1930. Djibouti a ratifié la Convention en question en 1978. Il est apparu au fil du temps que l'application de cette Convention ne répondait plus au défi mondial de lutte contre la traite des êtres humains. Ce protocole complète la Convention en matière d'accès aux victimes à une assistance juridique pertinente et à des voies de recours appropriées, y compris à une indemnisation ainsi que la disposition relative aux mesures destinées à garantir que lorsqu'il y a lieu, les victimes de la traite ne soient pas sanctionnées par leur participation à des activités illégales auxquelles elles ont été contraintes de participer. Ainsi, la ratification du protocole s'inscrit parfaitement dans la continuité de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite d'êtres humains, en particulier le travail forcé. La deuxième question est relative à un projet de loi portant ratification de la Convention de travail maritime. Cette convention est un instrument international de l'Organisation internationale du travail qui établit des conditions de vie et de travail décents pour tous les marins qui travaillent sur des navires battant pavillon des pays ayant ratifié la Convention. Cette Convention décrit aussi dans un document unique les droits des marins qui travaillent à bord des navires, notamment des conditions d'emploi équitables, la protection de leur santé, des mesures de bien-être et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires. Cette Convention complète aussi les principales autres conventions de l'Organisation maritime internationale relatives à la sécurité des navires et à la protection de l'environnement marin. La troisième question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et les droits syndicaux. En sa qualité de pays membre de l'OAT, Djibouti a ratifié le 1er décembre 2012 la loi numéro 108 par la loi numéro 108 en 2012, 6e législature, la Convention arabe numéro 4 concernant le mouvement de la main-d'œuvre, révisée sur les 19 conventions arabes de travail qui sont actuellement en vigueur. La ratification de cette convention démontre l'engagement de notre pays en faveur de la liberté syndicale qui a connu un élan sans précédent suite aux amendements apportés au Code du travail relatif à certaines dispositions de la liberté syndicale. Aussi, toutes les dispositions de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et les droits syndicaux de 1977 sont conformes à notre législation du travail. La quatrième question est relative à un projet de décret
portant nomination de M. Hassan Hussein Omar, ancien président du conseil régional de Tajoura, qui est nommé conseiller technique du Premier ministre. La cinquième question est relative à un projet de décret complétant le décret numéro 2016-072 présidence par ministère de l'Équipement et des Transports, modifiant le décret numéro 2015-272 présidence par ministère de l'Économie, ministère de l'Équipement et des Transports, portant organisation et fonctionnement de l'autorité de l'aviation civile. Il est apparu nécessaire de procéder à la création d'un poste de directeur général adjoint afin d'épauler le directeur général dans la gestion des activités aéronautiques de Djibouti. L'aviation civile est le régulateur national en matière de réglementation et de procédures d'application de tout ce qui a trait à la sécurité des vols au-dessus de notre espace aérien. À cela s'ajoute le volet de la sûreté aéroportuaire. La nécessité d'accélérer le processus de développement de l'aviation civile djiboutienne a motivé la création d'un poste de directeur général adjoint pour soutenir le directeur général dans l'accomplissement de ses lourdes tâches. La sixième question concerne un projet de décret concernant une série de nominations. Mme Safia Abdallah Boullo et M. Hussein Idriss Samriye sont nommés conseillers techniques auprès du ministre de l'Éducation nationale. M. Abdallah Ismail Abbas est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et du Transport. M. Dileta Sultan Mohamed est nommé directeur des Transports et M. Ali Ahmed Youssouf est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports. M. Ousmane Roble Guiré est nommé directeur des statistiques, des études prospectives et des affaires juridiques en remplacement de Mme Fatouma Awal Ousmane, élue maire de Djibouti. M. Hussein Abdirage est nommé inspecteur général du bureau d'enquête et d'analyse au ministère de l'Équipement et des Transports. M. Abayazid Ibrahim Mahammake est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports. La septième question concerne un projet de décret portant création et fonctionnement du comité interministériel de pilotage du projet de résorption des bidonvilles dénommé Programme Zéro Bidonville. La situation de très forte urbanisation dans notre ville a relevé les besoins en logement et a conduit les autorités nationales à placer le secteur du développement urbain et de l'habitat parmi les priorités pour les investissements publics et privés. Aussi, le gouvernement se propose d'engager les réformes et les actions nécessaires pour atteindre les orientations prioritaires de sa politique du logement. Le programme national Zéro Bidonville a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de l'habitat des populations urbaines, des quartiers précaires, en leur apportant une réponse opérationnelle et durable. Le programme national Zéro Bidonville a identifié 5 axes d'intervention. La restructuration des quartiers précaires, la prévention des installations spontanées par l'augmentation de l'offre de parcelles de terrain et de logements adaptés, l'amélioration de la qualité de l'habitat à travers des mécanismes financiers appropriés, la création d'emplois et de centralités secondaires et la mobilisation communautaire et sociale pour susciter l'appropriation des habitants. Ce comité interministériel est appuyé par un comité technique et un comité de coordination de l'investissement. Du pays, une importante délégation du comité exécutif du RPP, dirigée par le vice-président du parti RPP et Premier ministre, s'est rendue à Ali Sabie, où elle a organisé une cérémonie de remise des dons de vêtements aux orphelins et enfants des familles démunies. La délégation comprenant le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougui, le ministre du Travail, M. Hassan Samriye, et les ténors du parti ont des rencontres informelles avec les dirigeants locaux du parti RPP, qui reste l'une des principales forces politiques du pays. Accompagnés par les parents et encadrés par le comité d'annexe RPP de Hassedjoug, les orphelins de Hassedjoug ont reçu les habits neufs avec lesquels ils ont fêté dignement la fête de la fin du mois béni de Ramadan. Le RPP organise ce genre d'action de soutien aux orphelins chaque Ramadan et profite de cette occasion pour partager des messages politiques destinés à la redynamisation du parti et à la mobilisation des militants pour le futur. Durant la réunion, la question de l'eau est revenue. C'était à la veille de l'inauguration par le président du Grand
projet transfrontalier à Djibouti-Éthiopie qui va permettre d'avoir la sécurité en approvisionnement pour Ali Sébié et à terme pour l'ensemble du pays grâce aux 100 000 mètres cubes d'eau acheminée par l'Éthiopie. Les deux ministres du gouvernement et aux responsables du parti ont accompagné le vice-président du parti, M. Abdelkader Kamil Mohamed, ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue au vice-président du RPP et remercier la population d'Assadjouk pour l'accueil. Le parti RPP s'était aux côtés des populations du Mini en cette période de Ramadan par la distribution des habits neufs aux orphelins et la sensibilisation de militants pour consolider les rangs du parti à l'approche des élections législatives. Cette cérémonie s'est déroulée à la veille de l'inauguration des courants projets transfrontaliers Djibouti-Éthiopie par le président de la République et les intervenants ont profité de cette occasion pour désormais les problèmes de l'eau sera résolus à Ali Sébié et sur l'ensemble du pays. Le ministre de la Communication, M. Abdi Youssoufé Sougué, originaire de la ville d'Ali Sébié, a demandé à la population et aux militants d'être consolidés et augmenter les heures de bienfaisance en cette période de Ramadan. Le ministre M. Hassan Idriss, natif de la région aussi, qui faisait face à des graves pénuries d'eau depuis longtemps, verra les jours de ces problèmes d'eau avec les addictions d'eau avec l'Éthiopie qui va servir en premier la population d'Ali Sébié et plus tard l'ensemble du pays, a-t-il dit lors de son intervention. Le vice-président du parti et Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a dirigé la délégation du RPP qui a participé à la cérémonie de distribution des habits neufs au profit des orphelins et enfants démunis de la région d'Assadjouk. Le vice-président a déclaré que si le problème de l'eau était ancien par la passé plusieurs fois, nous avons cherché des alternatives qui ont été chaque fois un échec. Mais aujourd'hui, la pénurie d'eau Ali Sébié va rester derrière nous grâce au projet d'adduction d'eau d'Éthiopie qui est le fruit de la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a demandé aux militants de consolider les rangs du parti. Autre nouvelle du pays, à l'instar du monde, la République de Djibouti a célébré ce matin la journée mondiale des réfugiés avec pour thème cette année avec les réfugiés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ainsi que le NARS ont organisé la cérémonie à l'hôtel Kempinski pour commémorer la journée des réfugiés. Terre d'accueil et d'échange, la République de Djibouti a tout le temps accueilli les réfugiés depuis l'indépendance. Les premiers sont arrivés de la Somalie et de l'Éthiopie fuyant les guerres et la sécheresse. Dernière vague de réfugiés arrivant sur le sol djiboutien, ce sont les réfugiés yéménites qui ont fui la guerre dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont installés à Obok, à Markazi. Outre les représentants des réfugiés installés dans notre pays, la cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, a vu la participation de tous les partenaires au développement qui soutiennent la République de Djibouti pour gérer la question des réfugiés qui sont installés à Ali Adé, Hol et Markazi à Obok. Outre le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Laral, le représentant du HCR à Djibouti, M. Abdillahi Barri, était présent à la cérémonie. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, le représentant de l'Union Européenne, le représentant de l'ambassade des États-Unis, la représentante de l'OIM, du NRC, du DRC, l'UNICEF et l'UNFD, ainsi que tous les représentants des différentes institutions qui sont impliquées dans la gestion des réfugiés. Cette cérémonie riche en couleurs a réuni les réfugiés des différents camps, des réfugiés qui ont présenté des animations culturelles suivies des sketchs sur leurs conditions de vie. Ils n'ont pas manqué de remercier la République de Djibouti pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils ont reçue durant leur séjour à Djibouti et ont remercié tous les partenaires qui soutiennent constamment les réfugiés dans les différents camps. Et dans leurs interventions, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, et les représentants de l'Union européenne ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur satisfaction pour avoir participé à cette journée mondiale dédiée aux réfugiés installés à Djibouti. Ils ont promis de continuer à soutenir la République de Djibouti, qui a une grande histoire dans l'accueil de réfugiés. Nous l'écoutons. Un grand plaisir pour moi d'assister à la célébration de la journée mondiale des réfugiés 2017. Et je voudrais tout d'abord féliciter et admirer les
le gouvernement djiboutien pour leur accueil et leur disponibilité pour accueillir des réfugiés à Djibouti. Je crois que c'est quelque chose de très important et pour la stabilité régionale. Et aussi, je voudrais féliciter toutes les autres organisations nationales et internationales pour leur soutien aux réfugiés qui nécessitent, entre autres, beaucoup de choses. Et le Japon aussi, nous sommes très prêts à collaborer avec tous les partenaires pour soutenir les réfugiés. Nous avons fait beaucoup et nous allons continuer. Environ 60 millions de personnes sont déplacées dans le monde entier comme réfugiés. Chercheurs d'asile, migrants, hors personnes déplacées dans leur pays. Soutien la protection de ces réfugiés et la gestion des migrations nécessitent une réponse globale. Je remercie l'UNHCR et l'ONAS pour l'organisation de ce séminaire d'aujourd'hui et nous voudrons aussi saluer le gouvernement de Djibouti qui, confronté à ces individus en détresse venus chercher refuge et asile, a choisi d'ouvrir ses portes et les accueillir. Le représentant de l'ambassade des États-Unis et le représentant du HCR, M. Abdillahi Bari, ont exprimé la reconnaissance au gouvernement de Djibouti et au peuple djiboutien pour l'hospitalité légendaire et la solidarité sans faille à l'encontre des réfugiés demandeurs d'asile. Mes choix, l'insigne honneur aujourd'hui au nom du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, vous souhaitez tous et toutes la bienvenue à la célébration de la Journée mondiale du réfugié dont le thème est « Avec les réfugiés ». Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance au gouvernement de la République de Djibouti et au peuple djiboutien pour l'hospitalité légendaire et la solidarité dont ils ont toujours fait montre vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les partenaires et donateurs qui n'ont cessé de donner un appui précieux au HCR pour mener à bien son mandat malgré le contexte international difficile. Je voudrais en particulier exprimer toute notre gratitude au ministre de l'Intérieur ici présent, son Excellence M. Hassan Oumar Mohamed, pour son engagement personnel et sa disponibilité à travailler en parfaite collaboration avec le HCR et les autres partenaires dans la recherche des solutions durables en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Djibouti. La République de Djibouti a accueilli sur son territoire à plusieurs reprises les victimes de la violence et des guerres dans la région. Cet élan de générosité et de fraternité, Djibouti l'a exprimé encore dernièrement entre les seuls pays à offrir un refuge aux voisins yéménis auprès de la guerre civile. Djibouti a un grand cœur pour tous les gens. Les États-Unis d'Amérique saluent la bonté et le dévouement de la République de Djibouti pour offrir un accueil aux réfugiés et aux demandeurs d'asile sur son sol sans distinction. Les États-Unis n'ont pas manqué de soutenir ces efforts en octroyant un appui financier d'un montant de 8,8 millions de dollars dans le cadre des réfugiés en 2016 et dans la même année un autre montant de 1,44 millions de dollars, 84 millions de dollars pour le soutien de l'éducation des réfugiés à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Oumar Mohamed, a annoncé haut et fort dans son intervention la fierté des Djiboutiens pour accueillir le réfugié. Cette politique a démarré de la première heure de l'indépendance de Djibouti. Selon le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Oumar Mohamed, et malgré ses ressources limitées, Djibouti est devenu un modèle pour l'accueil et la protection du réfugié sur son territoire, qui a été bien souligné par les journalistes du Washington Post. On l'écoute. 20e anniversaire d'indépendance
où elle célèbre son jubilé d'émeraude, la République de Djibouti est fière de sa politique d'ouverture et d'accueil. Jamais un être humain en déshérence ne s'est vu refuser le gîte ou le couvert sous nos cieux. J'en veux pour preuve les dizaines de milliers de réfugiés qui ont toujours trouvé une main secourable et des bras grands ouverts auprès du peuple et du gouvernement djiboutien. Ainsi, depuis le 27 juin 1977, la République de Djibouti a toujours été une terre d'asile pour les personnes en proie aux horreurs de la guerre et des aléas climatiques, mais aussi une terre de transit pour les migrants mixtes. En ce sens, quel plus bel hommage que la gratitude du peuple yéménite au chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en guise de reconnaissance pour sa politique totalement humaniste et compassionnelle. Une politique dans laquelle se reconnaît le peuple djiboutien à la générosité tout aussi légendaire qu'est le sens du partage et de la solidarité avec les réfugiés. Mes chers amis réfugiés, je voudrais saluer ici votre courage et votre abnégation, vous qui avez su trouver votre place et vous insérer parfaitement dans le tissu social de votre pays d'accueil. Mesdames et Messieurs, mon pays, la République de Djibouti, au-delà du gîte et des couverts, notre République s'est toujours illustrée dans sa lutte pour promouvoir et protéger les réfugiés. À ce titre, j'aimerais rappeler du haut de cette tribune le récent texte de loi sur le statut des réfugiés qui a été préparé, examiné et approuvé en toute conformité avec les écritures et l'esprit des dispositions des instruments relatifs aux droits internationaux et aux droits de l'homme en matière de réfugiés. À Arta, à présent, l'annexe du parti politique RPP a organisé hier soir un iftar collectif et une opération de distribution de nouveaux vêtements aux enfants des familles pauvres de la ville de Arta. Cet événement qui s'est déroulé au sein de l'école hôtelière, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et les députés de la région, à savoir M. Djibril Abdillahi Migani et Omar Ouaberi Malo, ont pris part. Le préfet de la région, Abdallah Daral Oukié, et le président du conseil régional, M. Elmi Bouh Oudoua, ainsi que le président de l'annexe RPP d'Arta, M. Omar Ahmed Farah, ont assisté également à cette cérémonie. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام المدل سميع الحكم العدل اللطيف بحقك اسمائك الفعيل قلوب المسلمين تنمد الله ينوبين. Également dans l'actualité, une soirée destinée à la compréhension de l'histoire du pays pour plus de jeunes a eu lieu hier soir à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Cette initiative a été prise dans le cadre de célébration des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Un court-métrage sur l'histoire et le combat pour l'acquisition de la souveraineté nationale a été projeté à plus de 200 enfants issus de tous les centres de développement communautaire de la capitale.
Cette initiative permet aux jeunes de connaître l'histoire de notre pays pour retrouver sa liberté et se débarrasser des colons français. C'est à proximité de l'UNFD que le drapeau djiboutien a été élevé pour la première fois. Les femmes ont contribué à cet événement. Elles ont fortement participé et pris part à ces combats pour naissance de la République de Djibouti. Ont participé à cette soirée la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et le ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Mohamed Hassan, et la secrétaire au logement, Mme Amina Abdi Aden. Autre événement à présent de la soirée, remise de récompense du concours de récitation du Saint-Coran organisé par l'association ADO au complexe sportif de Bok. Dans la soirée du 10 juin, correspondant au 23e jour du mois béni de Ramadan, l'association pour l'avenir de développement au Bok, autrement dit ADO, a organisé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport une cérémonie de remise des prix aux lauréats des 3 jours, à savoir le Kam'a, le Tabarak et le Rassamet du concours du Saint-Coran qui s'est tenu 2 soirées au complexe sportif d'Obok. Et le concours à l'autre pour la remise des prix aux lauréats des différents jours du Saint-Coran. La cérémonie a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du préfet de la région d'Obok, Hassan Dabel Ahmed, du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ismaël, du conseil du président de la République en charge de la jeunesse, Ali Mohamed Dato, du représentant du ministère du Bien du Warf, M. Aobok, M. Mohamed Barro, et du président de l'association ADO, M. Mohamed Moula Brhan, du membre du jury et des chefs religieux. Plus de 30 jeunes et d'invités ont participé à cette cérémonie. Le président de l'association ADO a souhaité dans son intervention la bienvenue à tous les invités présents à la cérémonie ainsi qu'aux participants à ce concours et a remercié dans la foulée le ministre M. Hassan Mohamed Kamil pour son geste généreux qui consiste à l'octroi de la récompense aux lauréats de ce concours. L'autre partie de la soirée a vu l'intervention du président du jury, M. Mohamed Ali, qui a acclamé plutôt les publics de l'importance du Saint-Coran dans la vie d'un croyant et par la suite l'annonce du résultat au complet aux allocutions. À la fin de la cérémonie, c'est clôturé par la remise des prix aux lauréats, des prix qui sont distingués aux différentes enveloppes d'argent destinées aux 3 premiers de chaque jour. Autre nouvelle du pays, un communiqué qui nous vient directement dans l'ambassade de la République de Djibouti au Soudan. L'ambassadeur de la République auprès de la République et du Soudan, M. Ahmed Ali Barre, a reçu hier son Excellence M. Abdelkarim Moussa, ministre de la Jeunesse et du Sport de la République du Soudan, en visite officielle. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets d'importants tels que les relations bilatérales entre les 2 pays frères, surtout dans le domaine du sport et la jeunesse. Les modalités de coopération et d'échange et les visites entre les 2 ministres. Les 2 personnalités ont aussi évoqué la visite du club djiboutien Djibouti Telecom qui a été accueilli par l'un des plus grands clubs soudanais, Al-Amrik, et le niveau de jeu du club. Ils ont aussi évoqué d'autres domaines sportifs dans l'entretien tels que le basket, le tennis et le football féminin. Également dans l'actualité, dans les cadres de redynamisation des centres de développement communautaire, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a entamé un vaste programme pour insuffler une nouvelle dynamique à ces structures de concertation entre les pouvoirs publics et la population. En effet, après les tests d'évaluation du niveau académique et des responsables des CDC, s'en est suivi une inspection générale sur le terrain pour constater de visu le savoir-faire et l'expérience de ces dernières sur le terrain, soit au sein du même CDC. La 3e étape donc de ces programmes a débuté ce matin au centre technique national et consiste à former le directeur et les animateurs sur les notions de développement communautaire et les missions de CDC. Cette formation qui devra durer 3 jours permettra donc aux responsables des CDC de mieux s'outiller et mieux s'atteler à leurs lourdes tâches. Dans son intervention, la conseillère technique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mme Deka Ali Idlé, a rappelé l'objectif de ces programmes et le résultat attendu. Former le directeur et les animateurs, les rendre responsables de leur centre. Cette formation durera 3 jours. Du mardi 20 au jeudi 22, et nous espérons sincèrement que cela portera ses fruits. Dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la souveraineté nationale, la préfecture de la région de Dikil, sous le haut patronage du préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, a mis sur pied la caravane régionale de l'indépendance pour sillonner les sous-préfectures de la région ainsi que le chef-lieu de Dikil, en vue d'organiser des soirées musicales, concours et activités divertissantes pour la population.
Inspiré par l'initiative du comité national en charge de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, la caravane régionale a entamé sa tournée par la sous-préfecture de Meloud. La caravane a projeté dans son premier temps un film historique retraçant les différents événements notables de notre patrie pour la population de Meloud, qui a beaucoup apprécié les différents moments de notre indépendance, suivi de l'hymne national qui était entonné en 2 langues. Des cadeaux ont été remis aux bonnes réponses, suivis de spectacles musicaux qui ont été animés par les troupes de la région de l'unité de Dikil. Sport pour clore l'actualité nationale. Pour la première fois à Djibouti, une forte délégation composée de joueurs, des techniciens de tennis de table se sont envolés hier en Chine pour une formation de 2 mois, et ces délégations comportent 5 jeunes filles et 3 entraîneurs conduits par le vice-président de la Fédération de tennis de table, M. Ismail Ali Ismail. Cette formation est le fruit de la coopération entre la direction de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères et le bureau économique auprès de l'ambassade chinoise, avec l'appui du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et de l'ambassade chinoise à Djibouti. L'objectif de ces formations consiste à améliorer les prestations sportives, en particulier le tennis de table à Djibouti, qui est une discipline en voie de développement. Ces délégations vont séjourner durant ces périodes dans la grande ville Hangzhou. Rappelons que la Fédération du tennis de table de Djibouti, avec l'air-tête de M. Mahmoud Oumar, président de la Fédération, ont contribué au développement du tennis de table à Djibouti. Organiser soit les Jeux de l'océan Indien à Djibouti ou des déplacements vers l'extérieur. Ce genre de déplacements, c'est depuis 5 années que la Fédération en bénéficie avec l'appui du bureau de l'ambassade de Chine, des affaires étrangères et surtout avec le soutien du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Donc nous remercions le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, nous remercions l'ambassadeur de Chine, nous remercions les affaires étrangères pour ces gestes et ces déplacements qui vont bien servir, et nous espérons que ça continuerait dans les prochaines années. Actualité à travers le monde à présent. Le gouvernement centrafricain a signé hier à Rome un accord de paix avec le groupe armé du pays, sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio. Les discussions avaient débuté en novembre 2016. Les 14 groupes armés se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain, sous le contrôle de la communauté internationale. Un accord qualifié d'historique. L'accord fait 16 pages et c'est le fruit d'un long travail dur, sincère, débuté en novembre en 2016, dit Maro Gafaro. Les Centrafricains sont fatigués, les groupes armés aussi. Soupire-t-il, l'accord de paix prévoit un cessez-le-feu immédiat. Certes, il n'y a pas le calendrier en tant tel que pour les armées soit enfin déposé, mais sans Egidio. Il croit que ce ne sera pas un linéaire accord. Les groupes armés reconnaissent les autorités en place légitimes. Peut-on lire dans le document? Ils engagent donc à désarmer dans les prochains mois. Le calendrier n'impose pas de date butoir et transforme un force vive de la nation encore en parti politique, à condition d'être implanté sur les 3/4 du pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.